Alors, en attendant, Anna, il y a une question concernant le talk de Paola. Est-ce que le projet d'essai clinique en cours est-il limité à Pseudomonas? De mémoire, oui. Est-ce que tu peux me confirmer cette... Oui, c'est bien ça. On cible vraiment Pseudomonas dans le cadre de la mucoviscidose. Alors, on avait une question aussi, est-il possible et à quelles conditions d'organiser un essai clinique? Je crois que Paola l'a rapidement évoqué dans son diaporama. Donc, il y a encore de nombreuses étapes qui sont à réaliser avant la mise en place d'un essai clinique, notamment évidemment la production de phages. Voilà, Julie. Oui, vous voyez, donc rebonjour à tous. Donc, je vais répondre donc aux questions qui avaient été posées sur ma présentation. La première question, c'était les freins scientifiques à l'obtention de la triple association. Je crois que les freins scientifiques, il y en a plus trop, hein. En fait, il y a 2 grands essais qui ont été publiés, et puis il y a les phases d'extension de ces essais, et on voit un peu tous que c'est un traitement qui fonctionne bien. Il y a la MM européenne qui a été obtenue cet été, et donc maintenant, malheureusement, ce qui freine, ça va être la discussion et la négociation du prix du médicament. C'est une phase, comme on le sait, qui peut prendre de très longs mois. Voire des années. On espère que les résultats qui sont vraiment très très significatifs vont permettre de réduire et qu'il va y avoir un processus d'accélération de l'obtention du médicament pour tous. Mais voilà en fait les principaux freins à ma connaissance. Et sinon, il y avait une seconde question sur les infections à SARS-CoV-2 et les résultats de la deuxième vague. Alors là, j'avoue que 2 tours, je n'ai pas la réponse sur le nombre de nouveaux cas. Mais je pense que le docteur Ariette Corvol doit avoir des informations un petit peu plus actualisées. Adrien disait qu'à Nantes, ils avaient déjà plusieurs patients sur la seconde vague. Adrien Tissot. Nous, à ma connaissance, on a un patient à Tours qui n'a pas vraiment été confirmé, mais avec un entourage positif et des signes évocateurs. Ça s'est plutôt bien passé à domicile, mais j'ai pas à ma connaissance dans notre région d'autres cas. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Voilà. Alors, je suis vraiment désolé, j'ai un problème de connexion, donc ma caméra ne repart pas. Donc, pour les questions, il y avait une question qui est un peu dans le prolongement de celle qui a été posée tout à l'heure, qui correspond vraiment au cœur du travail de VLM et pour l'équipe de Paola. Donc, finalement, est-il possible et à quelles conditions d'organiser un essai clinique multicentrique? Dans le fil de discussion, la question s'est également posée dans le cadre est-ce que ce serait un PHRC en dehors d'un PHRC? Et je crois que VLM travaille à ça depuis des années. Donc, quelle réponse est-ce qu'on pourrait apporter à cette question? Alors, nous disions tout à l'heure que Paola l'avait rapidement évoqué dans son diaporama, qu'il restait encore de nombreuses étapes à franchir avant la mise en place potentielle d'un essai clinique. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de détails sur ce. Paola aurait bien sûr pu y répondre mieux que nous, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il reste encore pas mal d'étapes à franchir avant la mise en place d'un essai clinique. Ok, il y avait 2-3 questions techniques sur le côté phage. Comment déterminez-vous les doses de phage? Alors, les techniques microbiologiques associées à la phagothérapie sont des techniques assez simples, qui sont assez proches de ce qui a été déterminé il y a plusieurs dizaines d'années. C'est les principes de dilution successive de la solution produite. Et puis ensuite, in vitro, on teste à partir de quelle dilution est-ce qu'on obtient un effet. C'est des techniques qui sont assez reproductibles. Existe-t-il des phages contre Burkholderia et ou Mycobacterium abscessus? Oui. Il y en a, et le problème que Paola soulevait dans sa présentation, c'est qu'il y a un énorme fossé entre les phages qui peuvent être analysés ou étudiés expérimentalement par des laboratoires de recherche, et ensuite les conditions qui permettraient d'aller jusqu'à un usage thérapeutique. Évidemment, plus on est proche du modèle type Ferrecides avec une production
de bonnes pratiques pharmaceutiques, plus on est proche d'un usage clinique. Et le défaut, c'est le défaut du modèle économique, qui est qu'il faut énormément d'énergie, énormément d'argent pour arriver à créer cette banque de phages dont Paola parlait dans sa présentation, pour ensuite envisager l'usage humain. Donc plus on est dans un nombre restreint de patients, plus c'est compliqué de trouver ce modèle à la fois médical et économique pour que ça puisse être développé avec une production adaptée de phages, parce qu'il faut effectivement pas uniquement un phage, mais toute une collection, parce qu'on va tester plusieurs phages sur une souche donnée pour déterminer quels sont les cocktails de phages, idéalement 3 phages actifs sur la souche qui infecte notre patient. C'est vraiment la stratégie qui semble émerger actuellement comme la plus à creuser en termes de recherche clinique, à savoir la procédure sur mesure, qui est j'ai un patient, j'ai une bactérie, je l'analyse in vitro pour déterminer le cocktail de phage idéal. Des questions pour Julie. A-t-on une idée d'un timing pour le résultat de la trithérapie chez les moins de 12 ans et notamment sur l'accès de la trithérapie en ATU chez les moins de 12 ans? Pierre-Régis Burgel vient de répondre sur la discussion et je le remercie parce que j'avais pas la réponse à donner, mais là, pour l'instant, manifestement, on attend les essais de phase 3 chez les moins de 12 ans. Donc, pour l'instant, pas de données et pas de timing. Très bien. Alors, je crois qu'il y a un commentaire que j'espère que tout le monde le lit, posté par le docteur Corvol Ouais, sur la deuxième vague. En réponse à la question sur les patients de la deuxième vague. Donc, cette question-là, je ne l'efface pas dans le jour. Très bien. OK. Alors, une question sur les modes d'administration, sur avantages et inconvénients de la voie nébulisée versus intraveineux. Alors, il y a très peu de données sur le mode intraveineux. Et pour le coup, les experts, donc là je cite habituellement tout le travail et les publications donc, de Laurent de Barbieux et Nicolas Dufour, seraient plutôt contre la voie intraveineuse, dans la mesure où sur le plan pharmacocinétique, si la question c'est de traiter l'endobronchique, on est assez pessimiste sur le fait que les phages traversent la paroi du capillaire pulmonaire pour aller en intra-alvéolaire. Donc la question qui se pose souvent, c'est est-ce que plutôt nébulisation versus en intrafibroscopie, avec un peu la dichotomie à laquelle on a été confronté pour notre patient. Les Géorgiens, quand ils font de la phagothérapie, c'est principalement par voie aérosol. Avec la simplicité d'usage, c'est souvent des patients qui ont déjà leur matériel de nébulisation. Le défaut, évidemment, c'est qu'il y a toute la perte de phages autour du masque. Et puis, le fait qu'on n'a pas de certitude que les phages arrivent au niveau des voies respiratoires. Donc, j'imagine que si on allait vers un essai thérapeutique, il serait peut-être un peu illusoire de le faire par fibroscopie. Ça alourdirait de manière très importante en termes de iatrogénie et de lourdeur de soins. Donc, probablement que le fait de tenter une première phase en nébulisation aurait du sens pragmatique, mais dans ce cas-là, il faut partir du principe que du fait de la perte, il faut probablement faire plusieurs nébulisations par jour et pendant plusieurs jours, ce qui amène à la question de la standardisation de la posologie de la phagothérapie, qui est, vous l'avez compris, j'imagine, extrêmement difficile. Une question à la fois pour Julie, pour vaincre la mucoviscidose. Saurait-on et sous quel délai faire la même simulation que le Canada sur le registre français de la muco, le but étant évidemment d'accélérer les décisions de santé publique et de hiérarchisation thérapeutique? Je pense que je laisse la main à vaincre la mucoviscidose. Ce serait bien, plus la pression peut être mise pour une accélération de l'obtention du médicament. Bon, je pense que les données de toute façon actuelles et les données canadiennes, il n'y a pas de raison que ce soit très très différent. Donc en fait, il faut se baser sur ce qui est déjà existant pour essayer d'accélérer le processus. En effet, Julie, vous avez raison. Alors, je ne sais pas si c'est j'imagine que pour faire des projections, il faut disposer d'outils particuliers pour cela. Je ne sais pas si vaincre la muco pourrait le faire. C'est une question à poser à l'équipe rogiste. Mais néanmoins, nous, dans notre plan de communication pour l'accès au traitement pour tous les patients, nous avons de toute façon prévu de nous appuyer évidemment sur cette publication de cette équipe canadienne. Et comme dit Julie, il n'y a pas de raison que les résultats soient très différents pour les données françaises. Et en complément, vous avez eu une réponse, Dr Burgel, sur la question posée en complément des deux interventions qui viennent d'être faites.
Il se peut que j'ai effacé une question par mégarde. Alors, je suis désolé, je ne sais pas si celui ou celle qui l'avait posée peut la reposer par rapport à parmi les questions qui n'auraient pas été répondues à l'oral. Peut-être pas une fausse manip. Ah. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. On a Non. David. Non. Donc, on peut peut-être clore cette première plénière.